amis américains qui ont fait une très grande campagne pendant des années pour essayer de reprendre Pluton comme planète. Donc, tous les Américains avaient ça comme autocollant sur leur bagnole. Bon. Ils n'ont pas réussi pour le moment, mais ils sont forts, hein. On sait jamais. Alors les comètes, on va parler quelques instants de comètes et puis je ne vais plus vous embêter. Les comètes, ce sont en fait, ce que je vous disais, ce qui est le plus important, ce sont les restes de la formation du système solaire. Ce sont des éléments qui sont, pour ainsi dire, plus vieux que la Terre. Sur Terre et sur les autres planètes, tout a été refaçonné, reformé, hein, par l'action des vents, des pluies, etc., de la tectonique des plaques. Hein. Sur une comète, ça n'a pas bougé depuis 4,5 milliards d'années. Sur un astéroïde aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est notre matière originelle, c'est ce dont quoi on est fait. Les témoins de la genèse du système solaire, comme j'ai écrit. Alors ça provient du fin fond de notre système solaire, à l'approche, on va voir une image, voilà, ça provient du fin fond du système solaire, mais ce sont des éléments du système solaire. Système solaire, ça veut dire tout tourne autour du Soleil. Sinon, ça n'appartient pas au système solaire. Donc ça vient du fin fond du système solaire, ça s'approche du Soleil, et comme ce sont des restes où il y a de la poussière et de la glace, hein, de la glace, pourquoi? Là, il fait très froid, hein, moins 250 degrés, moins 200 degrés, hein, et cette glace, arrivée près du Soleil, en gros vers l'orbite de Jupiter, ça se sublime, ça retourne autour du Soleil, et ça repart dans le froid. Voilà à quoi ça ressemble, une comète. Une belle photo par un de nos amis de l'association Vega de plaisir, Charlie Chcagnan. C'était à l'époque de L-Bob. L-Bob, c'était 95, c'est ça? 97? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la comète avec son halo. Alors, vous voyez, le Soleil, il est là. Hein. Son halo, le noyau. Et il y a toujours... pour les comètes, il y a deux queues. Quand ça se sublime, il y a une partie qui va éjecter... Oui? Quand elles arrivent... Ah ben j'entends rien là, moi. Allez-y, oui? Quand la comète arrive vers le Soleil, il y a des gaz, du coup elle perd de la masse, mais quand elle revient vers le second du système solaire, est-ce qu'elle reprend la masse? Faudrait un micro là. Qu'est-ce que... Ah, vous avez un micro? Ah oui. Oh, tout est prévu. Vas-y. Quand elle s'approche du Soleil, il y a des gaz. Oui. Mais est-ce que quand elle se rééloigne du Soleil, elle absorbe des poussières pour regrossir? Ah non. Eh non, non, ça c'est une très bonne question. Eh ben, vous voyez, quel âge tu as, camarade? 11 ans. Eh ben voilà, ça c'était la bonne question à poser. Et bravo. Allez, on l'applaudit. Effectivement, allez, je reprends mon petit dessin. Effectivement, là, la comète, elle va perdre de la poussière, elle va perdre de la glace, elle va évaporer une petite partie, de sa masse. Mais quand elle repart, là, la poussière, tout ça, c'est parti dans l'espace. Donc, on ne peut pas la récupérer. Donc, elle va perdre un petit peu en masse. Alors, c'est pas énorme, hein, mais au bout d'1 million de tours autour du Soleil, la comète, à la fin, il ne restera peut-être plus rien, peut-être juste un tout petit bout de roche. D'accord? Hein? Donc les comètes vont pouvoir évoluer comme ça aussi. Hein? Donc elle peut attirer de la même façon. Donc elle peut? Elle n'est plus attirée de la même façon. Absolument, absolument. Maintenant, il faut voir que les masses perdues par rapport à la masse de la comète, ce n'est pas toujours très important. Mais ça va dépendre de la période. Si c'est une comète périodique, 1 an ou 2 ans, effectivement, au bout de 1 million d'années, il ne restera plus rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de comètes qui n'existent peut-être plus. Et il y a peut-être même beaucoup de comètes qui, n'ayant plus rien à évaporer, on les appelle astéroïdes. Hein? Oui, il y a une question là? Prenez un micro parce que... Faites passer le micro à madame là. Okay, merci. Oui, j'en profite pour poser une question. Moi aussi. Je vous en prie, oui. Pourquoi est-ce qu'on considère, ou on sait, que les comètes
n'ont pas évolué depuis tant de millions d'années, alors que les autres planètes l'auraient fait. Ou l'ont fait. Oui, parce que les planètes, comment elles se forment? Elles se forment par agrégation de morceaux qui traînent. Or, les comètes, généralement, c'est un morceau élémentaire. Il n'y a rien qui s'est formé avec. Hein, donc, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Donc, c'est les morceaux de base, si l'on veut. C'est les petits Legos de base. Alors que les planètes, ce sont des Legos qui se sont mis ensemble. Donc, voilà. Pardon? Oui, mais je vais en parler. Je reviens un peu à ça. Je voudrais juste vous dire que si le Soleil est là par rapport à la comète, il y a la poussière qui part lors de ce dégazage. Vous voyez, elle va devenir un peu jaune comme la poussière, ça va donner une queue un peu jaune. Mais à l'occasion de ce dégazage, se forme une sorte de plasma d'ion. Et alors là, le plasma d'ion, il est sensible au vent solaire. Le vent solaire, donc, il va être, lui, tout à fait à l'opposé du Soleil. Donc une comète, ça a toujours deux queues. Une queue généralement bleue, c'est la queue ionisée, la queue de plasma, et une queue de poussière. Alors, à quoi ressemble un noyau de comète? Voilà, je vous montre ça. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Albédo très faible, densité, généralement ce sont des corps poreux, densité faible. Ça, ce sont les molécules qu'on a identifiées dans l'atmosphère des comètes. Alors vous voyez que c'est quand même intéressant, parce que, bon, principalement c'est de l'eau. Bon, c'est bien, je vous l'avais dit que c'était de la glace sale. Il y a du monoxyde de carbone, mais vous allez voir qu'il y a des... je ne sais pas si on le voit bien ici, il y a de l'antigel. L'antigel. Oui, non, ça ne sert pas parce qu'il fait froid. Hein. Non, il ne faut pas croire. Mais l'antigel, c'est un corps organique qui est relativement proche de corps organiques utilisés pour la vie, pour la biologie. Hein. Donc, vous voyez, on est sur des pistes comme ça, c'est intéressant. Donc, c'est un peu ce genre d'analyse que l'on veut faire in situ avec Philae qui va se poser sur la comète. Hein, parce qu'on pourra faire cette opération. Ça, c'est ce qu'on a mesuré à l'extérieur de la comète, dans la queue de la comète, hein, si vous voulez. Mais on voudrait savoir exactement ce qu'il y a dedans, avant qu'il y ait une transformation dans l'espace. Alors, pour en revenir un peu sur votre question, pourquoi ce sont des corps qui sont extrêmement vieux, on a trouvé qu'il y avait deux sortes de comètes. Il y avait des comètes à période courte, alors ce qu'on appelle court au sens astronomique, c'est en gros inférieur à 200 ans, comme la comète Churyumov-Gerasimenko, bravo, c'est la deuxième fois que je le dis ce soir, et les comètes à période beaucoup plus longue, 200 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, il y a même des comètes qui sont non périodiques. Alors, on s'est aperçu que les comètes à période courte, elles étaient à peu près tous dans le plan des planètes, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Ils ont une très faible inclinaison, alors que les comètes à période longue semblent venir de toutes les directions. Ce sont ce qu'on appelle isotropes. Donc ça, c'est pas intéressant. Alors, on pense, enfin, on fait plus que penser, que les comètes à période très longue proviennent d'un endroit très très éloigné du Soleil, qui fait presque plus partie du système solaire, qui est situé en gros à 100 000 unités astronomiques. 100 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Ça ne vous dit pas grand-chose, 100 000, mais il faut savoir que, par comparaison, la prochaine étoile, c'est ça qui est important, elle est située en gros à 300 000 unités astronomiques. Vous voyez, elle est relativement proche de la prochaine étoile. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle le nuage de Oort, parce que c'est un néerlandais, M. Oort, qui a eu cette idée et qui a trouvé que les comètes semblaient provenir de cet endroit-là. Alors on estime qu'il y a en gros 1000 milliards de comètes à ce niveau-là. À vue de nez. Par contre, les comètes qui nous intéressent le plus, ce sont les comètes
périodiques de courte période. Et là, elles proviennent d'un endroit au-delà de Neptune, qui s'appelle la ceinture de Kuiper. C'était aussi un néerlandais. Et les comètes, c'est un monopole hollandais. Néerlandais, je préfère dire. Mais... Donc c'est Gérard Kuiper, en fait il travaillait aux États-Unis, qui a trouvé ce réservoir de comètes au-delà de l'orbite de Neptune. Et ces objets s'appellent d'ailleurs aussi des Kuiper Belt objets, des objets de la ceinture de Kuiper. Et on pense que ce sont des comètes originelles qui étaient là à la création du système solaire. Elles ont peut-être été plus près du Soleil et ont été progressivement chassées. Donc il y a eu des grands mouvements dans le système solaire. On ne connaît pas tout, mais on commence à approcher, c'est ce qu'on appelle le chaos des planètes, comme disait notre ami Bernard. Donc deux réservoirs de comètes, il faut le savoir. Soit le nuage d'or pour les comètes très très lointaines, donc à longue période, soit la ceinture de Kuiper. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que les comètes ont apporté de l'eau sur Terre, et c'est pour ça que c'est très important de mesurer ce facteur D sur H pour voir si l'eau des océans correspond à peu près à la glace d'eau des comètes. Vous voyez que j'aime bien la ville de Biarritz, puisque c'est Biarritz que vous voyez. Donc je vais vous passer l'histoire des comètes parce qu'il est déjà 10 heures, ça ne va pas vous embêter avec ça. Je vais juste vous dire quelques comètes célèbres. La première, c'est Edmond Halley. Edmond Halley, c'était un ami de Newton, c'est lui qui lui a fait publier les Principia Mathematica. Et il s'aperçoit que, en étudiant les bouquins, qu'il y a une comète qui semblait revenir relativement périodiquement, hein, celle de 1531, elle est passée en 1607, et elle est passée en 1682, et elle devrait repasser en 1758. Mais il savait très bien qu'en 1758, il serait mort, et en 1758, cette comète est effectivement repassée dans le ciel. On l'a baptisée la comète de Halley. Alors, pour info, cette comète de Halley, c'est celle qui a été vue pendant la bataille de Hastings en 1066, que vous pouvez voir à Bayeux, voir la tapisserie de Bayeux. Si vous ne l'avez jamais vue, il faut le voir une fois, c'est vraiment les bandes dessinées de l'époque, c'est génial. Alors Halley, il a une orbite assez elliptique et rétrograde, 76 ans de période. Voilà celle de 1901, la deuxième Encke, bon, pas tout faire. Voilà quelques belles photos. Et puis les comètes de l'ère moderne, alors Hyakutake en 96. Hein, voilà, une belle comète ici. Elbop, 97. Alors on voit bien là les deux queues, hein, bien sûr. Alors ça beaucoup plus récent, Marolles, elle n'a pas duré très très longtemps, hein, d'ailleurs. Ah, la plus belle, malheureusement on ne l'a pas bien vue dans l'hémisphère nord, la comète McNaught, que vous voyez ici dans l'hémisphère sud. Elle avait une queue formidable, elle a été photographiée par SOHO, le satellite SOHO, qui est en orbite autour de la Terre et qui examine le Soleil 24 heures sur 24. On voit la comète qui passe. Là, ce que vous voyez ici, c'est Mercure qui sature la caméra. Et on voit la superbe queue de la comète McNaught. Voilà, regardez ça. Et ça, c'est la comète McNaught devant le VLT. Alors, comète très bizarre qu'on voyait très bien de France, la comète Holmes. Alors, elle avait une forme très bizarre parce que là, vous voyez ça, en fait, on s'est beaucoup demandé pourquoi on la voyait de face. En fait. Donc on voyait les deux queues les unes enfoncées dans les autres. Hein. Alors en ce moment, vous voyez la comète Holmes, hein, vue photographiée par différents amis de l'association Vega. Hein. On la voyait de face. Et actuellement, il y a dans le ciel une comète qu'on peut voir encore pendant
15 jours, 3 semaines, je crois, la comète Pan-STARRS K1. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Et bon, pas de commentaire, d'accord. Ouais, non, mais je n'insiste pas, moi. SOHO, un mot sur SOHO. SOHO, c'est un vieux satellite, principalement européen, fabriqué par Matra, quand Matra existait, qui est positionné au point L1, au point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil. Vous savez, les points de Lagrange, c'est des points stables, à peu près stables sur les orbites, et qui étudie en permanence le Soleil. Pourquoi c'est intéressant? Parce que SOHO, fixant le Soleil, et que vous savez, les comètes tournent autour du Soleil, eh ben, il va examiner toutes les comètes qui tournent autour du Soleil. Et il y a des scientifiques, ou des amateurs même, français, les plus célèbres, c'est des Français, qui étudient tous les jours les photos de SOHO, et qui sont les plus grands découvreurs de comètes. Alors, vous voyez, détection des comètes par rapport aux étoiles fixes. Là, sur celle-là, il n'y a pas de comète. Alors, vous voyez la comète marron qui est là. Alors là, c'est un masque parce que sinon le soleil saturerait toute la caméra. Hein, vous voyez la queue, comment elle s'oriente? Hein? Non, elle est bien en direction du soleil. Hein, vous voyez? Voilà. Et hop. Elle reprend sa direction. Alors, la fin des comètes, ben, elle ferait comme notre ami nous a dit tout à l'heure, évidemment, elle va perdre de sa masse, et à un moment, elle va être tellement fragile, elle va pouvoir se fragmenter en plusieurs morceaux, elle va pouvoir être mangée par le Soleil, ça arrive très fréquemment, ou être broyée par la gravité de Jupiter, ou quitter le système solaire. Hein. Alors voilà, une comète qui est en train de se fragmenter en 1000 morceaux. Hein. Regarde, celle-là, elle est très belle, hein. La comète 57P, vous voyez tous ces morceaux? C'est une comète qui, au bout d'un certain temps, eh bien, elle a perdu de sa compacité et à force de passer près du Soleil ou près d'une planète, elle s'est cassée en plusieurs morceaux. Voilà par contre une autre comète. Pourquoi ça ne démarre pas? Bon. Ah voilà. Vous voyez celle-là, elle est absorbée par le Soleil. Celle-là, elle ne ressortira pas. Et ça, ce sont des amateurs qui étudient tous les jours les photos de SOHO et qui découvrent, parce que bon, les scientifiques américains, ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Et là, c'est surtout un domaine réservé aux amateurs. Voilà. Alors, la plus grosse capture, c'est, maintenant il y en a beaucoup qui doivent s'en souvenir, c'est en l'année 93, c'est la célèbre comète Shoemaker-Levy 9, qui est passée tellement près de Jupiter qu'elle s'est fragmentée, qu'elle a été broyée par Jupiter, et on voit tout, vous voyez tous ces morceaux? Et en fait, la gravité de Jupiter était tellement importante, elle a été absorbée par la planète Jupiter, et longtemps, plusieurs mois après, on voit toujours ces cicatrices dans l'atmosphère de Jupiter. Il faut penser que Jupiter, c'est une planète gazeuse. Hein. Chaque trou est plus gros que la Terre. Pardon, oui, beaucoup plus grosse que les traces. Les traces. Oui, les traces, c'est en gros la taille de la Terre, ça. Vous voyez, en gros. Alors, nomenclature d'une comète, c'est pas très important, oui. Suivant, ça c'est intéressant, suivant qu'elle est périodique, non périodique ou disparue, l'année, et puis en fonction du jour de l'année, elle va avoir un numéro, puis ensuite elle va avoir un nom. Alors, il y a eu quelques missions cométaires, et je vais terminer par ça, qui ont eu lieu dans le passé. La première, donc, c'était Giotto, par le tout début de l'Agence spatiale européenne, en 1986. Il y a eu Deep Space One, avec la comète Borrelly, Stardust. Stardust, alors ça c'était intéressant. Pourquoi c'est intéressant, Stardust? On est passé dans la queue d'une comète, on a levé une raquette de tennis au passage de la comète, et dans cette raquette de tennis, il y avait un petit gel, un aérogel dedans, qui a capturé les particules émises par la queue de la comète. Et bon, il n'y a pas que ça qu'on a fait. On a rabattu la raquette, on l'a mis dans un petit réceptacle, et on a tourné autour du Soleil, on est revenu vers la Terre, et on a éjecté ce petit réceptacle
vers la Terre, on l'a recueilli et on a récupéré tous les morceaux de comète et on les a analysés. On n'arrête pas le progrès. C'est génial ça. C'était Stardust. Il y a eu Deep Impact en 2005, là aussi on l'avait montré en direct au public, Deep Impact, on avait lancé un gros impacteur de 300 kg sur la comète Tempel 1, qui s'en est complètement fichu, hein, 300 kg, c'est rien, à part ça. Et ça a fait un beau cratère, de la fumée, de la vapeur, et puis on a pu mesurer des petites choses, et puis bon, aux étapes. Voilà donc ce tableau. Ben voilà, j'ai fini. Je pense que... Merci pour votre attention. Oui, oui. Je suis tintanophile, vous l'avez vu. Alors voilà, la prochaine conférence Vega, ça sera le 22 novembre, à la même heure, ici, au même endroit. Et on a la chance d'avoir Michel Spiro, qui est l'ancien président du conseil du CERN. Vous connaissez tous le CERN. Le CERN, c'est le grand anneau de collision qu'il y a à la frontière franco-suisse. Hein. Et l'ancien directeur de l'IN2P3. IN2P3, c'est la physique des hautes énergies françaises. Hein. Et il va nous donner une conférence, justement, sur le LHC, le monde des particules. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'astronomie? Eh bien, on vous l'expliquera, parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit, ça se rejoint. Alors, si vous avez des questions sur les comètes, sur Rosetta, ou même sur autre chose, je suis prêt à y répondre. Je vous signale qu'il reste toujours des bouquins. Je suis à votre disposition. S'il y a un micro qui traîne, vous avez des questions, ne me dites pas que vous avez tout compris. Vous avez bien, il y en a bien qui vont venir le 12 novembre, hein, quand même. Hein, vous faites du covoiturage et venez à Paris, il y a un grand parking à la Cité des Sciences. Et puis vous pourrez voir la Cité des Sciences. En plus, si vous venez avant, à la Cité des Sciences, il y a, au deuxième niveau, il y a, je crois, ce qu'on appelle le cosmos, comment ça s'appelle, il y a toute une exposition sur le cosmos, et c'est très bien fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, le micro pour madame, s'il vous plaît. Faites donner un micro. Comment on a fait pour récupérer la raquette quand Alors, on attends, est sur Terre? on va... Bon, micro, madame. Allez-y. Non, c'était simplement pour savoir si une comète atterrissait sur la Terre, est-ce que ce serait dangereux pour nous? Ah, une comète, c'est aussi dangereux qu'un astéroïde, hein, bien entendu. Hein. On a une grande chance sur Terre, on a une atmosphère. Hein. Donc l'atmosphère va brûler tous les petits corps, hein. Mais au-delà d'une certaine taille, ça peut faire des gros dégâts. Regardez la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, c'était un astéroïde, une comète, on ne sait pas exactement. C'était pas énorme, c'était quoi, il faisait 10, 20 ou 30 km. Hein, mais ça peut faire une destruction. Alors je ne dis pas que ça va détruire la vie terrestre, mais la région qui va prendre ça sur la tête, elle aura du mal à s'en relever pendant quelques siècles. Hein. Donc ce qui va se passer, si l'objet est trop gros, il va y avoir d'abord un tsunami si c'est dans l'eau. Il ne faut pas oublier que la Terre, c'est d'abord la mer. Hein. Il va y avoir un tsunami énorme. Et il va y avoir, probablement, on va enflammer toute la végétation, ça va créer de la fumée, la lumière du soleil va être bloquée, plus de photosynthèse. Donc les bestioles qui mangent l'herbe, les herbivores, ils meurent. Et les bestioles qui mangent de l'herbe, ils meurent aussi. Donc il ne reste plus que des petites choses. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des réseaux principalement américains qui étudient tous les gros corps célestes qui tournent autour du Soleil. Donc, on a identifié, bon, on ne peut pas dire 100%, mais 99% des objets très dangereux. Et on a dû identifier 70% des objets moyennement dangereux. Tout le reste, c'est pas très grave.
un objet de 10 mètres ou de 20 mètres de diamètre, c'est même pas grave si on le découvre au dernier moment, ça ne va pas faire d'énormes dégâts. Vous avez vu en Sibérie ce qui s'est passé l'année dernière, je crois. Bon, les dégâts qu'il y a eu, c'était l'onde de choc. C'est pas l'astéroïde lui-même. Hein. L'onde de choc qui a cassé tous les carreaux. Bon, là, les gens étaient blessés. Il était gros comment? Il faisait une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres? Oui. Toute la Toubounstra a été... Et on a récupéré une grande partie d'ailleurs de cet astéroïde. C'était un astéroïde tout bête. Non, mais celui Carboné. en 1908. Ah, en 1908, la Toubounstra. Alors là, c'était un peu plus gros. Un objet un peu plus gros, je ne me rappelle plus sa taille, mais heureusement, ça s'est passé au-dessus de la Sibérie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Ça s'est passé au-dessus de la Sibérie et ça a éradiqué une zone de plusieurs dizaines de kilomètres, mais a priori, il n'y a pas eu un mort. Mais bon, enfin, c'était assez désertique. Alors on se demande aussi pourquoi ça arrive toujours en Russie. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Hein, ça fait 11 fuseaux horaires, alors évidemment, ça couvre beaucoup de choses. Pourquoi il n'y a plus de lumière, là? C'est mon truc, là. Voilà, excusez-moi. D'autres questions? Oui? Le micro au jeune homme, là. C'était quoi les trous dans les comètes? C'était quoi? Les cratères dans les comètes, c'était quoi? Ah, les cratères. Oui, alors on ne sait pas si c'est des cratères. Sur les astéroïdes, on sait que c'est plutôt dû à des impacts, parce que c'est un peu plus gros. Mais ce qu'on a vu sur la photo de la comète sur laquelle on va se poser, on n'est pas certain que ce soit des cratères. On pense que c'est plutôt dû à des actions au moment de la formation du système solaire, lorsque la boule s'est créée. C'est comme de la pâte à modeler. C'est un peu trop à vif pour que ça soit des cratères, à mon avis. D'autres questions? Oui? Je voulais savoir si après Rosetta, il y avait d'autres missions planifiées. Ah, d'autres missions cométaires? À ma connaissance, il n'y a pas d'autres missions cométaires. Il y a d'autres missions de l'Agence spatiale européenne, notamment vers Jupiter et vers Europe. Vous savez que il y a la grande question en ce moment, c'est de se poser la question de savoir où il y aurait de la vie. Hein. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans le système solaire? Alors Mars, c'est mal parti quand même. Mais on a des espoirs, alors ça va vous paraître bizarre, autour de Jupiter, il y a un gros satellite glacé qui s'appelle Europe. Il y a quoi? Il y a 20, 30, 40, 50 km de glace, mais on s'est aperçu que sous la glace, il y avait un océan d'eau salée. Liquide. D'eau salée. Oui, d'eau liquide salée. Hein. Alors, on se demande si dans l'eau liquide salée, donc à température normale, hein, 0 degré, 1 degré, 3 degrés peut-être, il n'y aurait pas des bouts de crottes, des machins comme ça, des microbes. Parce que vous savez qu'au pôle sud, on a découvert des lacs sous la glace du pôle sud qui sont enfermés depuis des centaines de milliers d'années. Et on a découvert qu'il y avait des petites bactéries là-dedans. Est-ce que ce ne serait pas le cas sur Europe, par exemple? De la même façon, est-ce que ce ne serait pas le cas sur Encelade, un satellite de Titan? De Saturne, pardon, excusez-moi. Alors évidemment, le problème d'abord, c'est d'y aller. Une mission là-bas, vous voyez, toutes les assistances gravitationnelles, ça prend du temps. Donc en gros, pour aller vers Jupiter, il faut 5 ans, hein, 5-6 ans. Pour aller vers Saturne, il faut 7-8 ans. Hein. Et en plus, il faut la technologie pour forer 100 km de glace. C'est pas très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Vous avez tous fait en classe de seconde, vous avez pris un pain de glace, hein, puis mis un fil de fer avec 2 poids dessus. Hein, ça traverse la glace.
Bon, on peut faire la même chose aussi avec un petit générateur isotopique qui va chauffer la glace, qui va s'enfoncer, puis qu'à la fin va faire plouf dans l'océan d'eau salée, et puis va transmettre par radio. On a la techno pour ça, hein. Il faut y aller, il faut les pépettes. Hein. On est tous contributeurs à l'Agence spatiale européenne, la France, l'Allemagne, tous les Européens. Hein. Je crois qu'on dépense, c'est pas énorme, on doit dépenser 1 euro par an, par habitant. Et Titan. Pardon? Et Titan. Titan? Ah, Titan, il y a... Ça n'a pas une possibilité de... Titan, il y a beaucoup de matière organique sur Titan. Titan, c'est une petite terre en miniature où à la place de l'eau, il y a des lacs, mais ce n'est pas des lacs d'eau, c'est des lacs de méthane. Alors, les lacs de méthane, c'est pas idéal. Donc, il y a une atmosphère, mais c'est un peu d'azote, un peu de gaz carbonique. C'est pas... Non. Moi, pardon? C'était l'atmosphère de la Terre première. C'était l'atmosphère, oui, mais il fait moins 180 sur Titan. Oui, voilà. Hein, et puis, les lacs de méthane, je ne vois pas des petits poissons en train de nager dans les lacs de méthane. Mais je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis très pessimiste au point de vue vie dans le système solaire, ou d'ailleurs encore pire. Enfin, d'autres questions? On dit que c'est bon? Une question là. Pardon? Ah, une question encore? Décidément. Hein. On a fait comment pour récupérer la raquette des morceaux qui avait récupéré? Ah, la mission Stardust, comment on a fait? Ben oui, ça c'est un... Ah, les vaches. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Tu as une sonde spatiale, c'est ça, dirigée, qui va passer derrière la comète. Ok? Et à un moment donné, on déclenche depuis la Terre, hop, on va ouvrir la petite raquette qui va recueillir toutes les particules émises par la queue de la comète. J'en prends plein de figures, hein. J'arrêterai pas de ce côté-là. Et une fois qu'on a passé la queue de la comète, ça se referme, c'est mis dans un petit emballage, comme ça, et ça continue son orbite autour du Soleil, puis ça va approcher la Terre, et à un moment donné, cette partie-là, elle est éjectée dans l'atmosphère terrestre. Alors évidemment, il faut beaucoup de chance pour que ça fonctionne, et il faut y croire. Ils y ont cru, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Pardon? Et on a pu détecter, on a pu analyser au moins tous ces petits morceaux de la queue de comète, on a pu faire des analyses chimiques. Alors on a trouvé ce qu'on s'attendait à trouver, on trouve effectivement des composés organiques, on trouve... Non, on n'a pas trouvé d'acide aminé. On n'a pas trouvé d'acide aminé, c'est pour ça qu'il faut aller voir sur place, vraiment. Mais au point de vue astronautique, c'était une très belle expérience. Hein, c'était une très belle expérience. Ce sont les Américains. Ça a été étudié d'ailleurs aussi dans des labos français. Du muséum d'histoire. Vous avez d'autres questions? Sinon, on arrête là pour ce soir. Oui, ça va? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous donc le 22 novembre.